Alors écoutez, euh, les registres littéraires ou les tonalités. Les registres littéraires ou les tonalités. Et je précise, vous avez les registres littéraires ou bien les tonalités pour ne pas confondre avec les registres de langue. Alors là, les registres de langue, ce sont bien sûr le soutenu et les autres. Alors le registre littéraire ou tonalité d'un texte désigne, veut dire l'effet intellectuel, l'effet de l'auteur, parfois du narrateur. L'effet, ça veut dire l'atar, ce qu'il veut laisser chez le lecteur comme impression. L'effet intellectuel ou émotionnel, ça veut dire soit il va toucher sa raison, la logique, soit il veut toucher ses émotions. Qu'il est donc susceptible de produire sur le lecteur. Donc il cherche un effet à produire sur le lecteur. Donc c'est un ensemble c'est un ensemble de caractères particuliers susceptibles de traduire, susceptible c'est capable de traduire, de transcrire, de susciter ces émotions chez le lecteur. Donc, ce sont des outils de langue, des modalisateurs, un vocabulaire, des types de phrases, des exclamations, des interjections, un vocabulaire expressif, favorable, défavorable, un rythme, le rythme de la phrase, la construction des mots, la rapidité de la phrase, la brièveté de la phrase. Ce sont des outils qui vont produire un effet sur le lecteur. Donc, les registres littéraires sont indépendants des genres. Ça veut dire, on ne peut pas parler d'un genre sans parler d'une tonalité. Quand on parle de l'essai, il faut parler de la tonalité qui part avec l'essai, qui correspond à l'essai. Quand on parle d'un roman, il faut bien sûr préciser quelles sont les tonalités qu'on peut rencontrer dans un roman, dans une poésie ainsi. Alors, les registres littéraires sont indépendants des genres dans lesquels ils s'inscrivent. Les œuvres elles-mêmes, y compris les textes classiques, les textes Qdam, Victor Hugo, les autres, le XVIIe siècle par exemple, ou même la Renaissance, le classicisme, les textes classiques, les œuvres elles-mêmes, y compris les textes classiques, pour lesquels l'unité de temps est pourtant prescrite. Parfois, on peut trouver que tout un roman entier s'inscrit parfois dans plusieurs tonalités. Ne sont pas toujours homogènes. Ça veut dire que dans un roman ou dans un texte classique, on peut trouver plusieurs tonalités qui varient selon les chapitres, selon les passages, selon l'intention de l'auteur. Donc, on peut souvent déterminer plusieurs registres dominants pour une même page et a fortiori pour une œuvre entière. Bien sûr, dans un seul passage, il peut voyager dans son texte en s'exprimant par plusieurs tonalités. En plusieurs tonalités, avec plusieurs registres. Le paragraphe, il peut utiliser donc épique, douce, non laudatif. Donc ça veut dire que le paragraphe, il peut avoir une tonalité X, ou là un registre littéraire X. Ou à titre, la tonalité, il dit c'est la façon de parler, la façon de dire. Le jas الموسيقي ديال النص الأدبي. Les registres littéraires, attention. Là, quand je vois les caractéristiques, les outils
les procédés d'écriture. Les registres littéraires se définissent à partir de certains types de procédés stylistiques. Yani, les outils de style, les outils de langue, ce sont ces outils de langue qui nous permettent de comprendre la tonalité d'un texte. Qui fait comme avant, le rythme de la phrase, les figures de style, les modalisateurs, le lexique, les interjections, les types de phrases, les fausses questions, ou bien les questions oratoires dans un essai, la phrase complexe, la phrase longue ou la courte, la ponctuation, la juxtaposition, bien sûr le niveau de langue, le vocabulaire amélioratif, laudatif, favorable. Donc, ce sont des procédés linguistiques et stylistiques, mais aussi à partir de thèmes privilégiés. Ça veut dire quoi le thème? Il peut parler par exemple de l'amour. Il peut parler des aventures d'un chevalier. Il peut parler par exemple de la mort, l'enfance, les sentiments, la nature. Ce sont des thèmes pour la plupart des écrivains. C'est la nature, l'enfance, les souvenirs, l'amour, la mort, des thèmes un peu philosophiques parfois. Donc, qui déterminent la réception du texte par le lecteur. Et voilà. Faites très attention. Un auteur X qui parle de la mort, est-ce qu'il va s'exprimer? Wesh, est-ce qu'il va s'exprimer dans la même tonalité que dans un texte qui traite la nature? Non, bien sûr. Le thème de la mort, c'est un thème fatal, un thème tragique. Wesh, c'est la même tonalité, par exemple, quand il veut parler de d'une comédie ou d'une situation drôle et comique. Non, puisque le thème varie, cela entraîne directement le changement de la tonalité. Donc, mais aussi à partir des thèmes privilégiés, il y a le champ lexical qui domine quoi? On peut déterminer bien sûr la tonalité. Donc, qui détermine la réception du texte par le lecteur. Les registres littéraires ne doivent pas être, alors là je précise, les registres littéraires ne doivent pas être confondus avec les registres de langue. Alors les registres littéraires, attention, il ne faut pas les confondre avec les registres de langue, soutenu, familier, courant, qui définissent un choix esthétique sans préjuger l'effet obtenu. Ça veut dire que il faut distinguer entre le registre de langue, la langue écrite, la langue parlée, soutenu, familier, courant, parfois argotique, dans le dernier jour d'un condamné par exemple, et la tonalité ou bien le registre littéraire. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant vous avez un tableau des principaux registres. Oui, j'ai classé dans ce tableau tous les registres que vous pouvez trouver dans un roman, ou bien dans une poésie, ou bien dans un texte littéraire d'une manière générale. Donc vous avez, le tableau est classé en 1, 2, 3 et 4 colonnes. J'ai supprimé une autre colonne, c'est le genre dans lequel on peut trouver donc ces registres. Mais en général, ce sont des registres qu'on trouve dans la plupart des genres. Alors, la première colonne, c'est pour le registre. La première colonne, mes chers élèves, c'est pour le registre. La nomination du registre et un peu sa définition. La deuxième colonne,
est réservé pour l'effet produit. On vous demande dans une question quel est l'effet produit par cette tonalité. Quel est l'effet que l'auteur ou bien que le narrateur cherche à produire, à laisser, à créer chez son interlocuteur. La troisième colonne, c'est réservé aux outils, aux procédés, à ces moyens d'écriture. Ce ne sont que des exemples, bien sûr, qu'on peut trouver dans un texte littéraire et qui peuvent définir, les outils, qui peuvent définir le registre. Et bien sûr, enfin, mes chers élèves, peut-être comme un peu donc d'exemples types de genre dans lesquels on peut trouver la tonalité. Alors, le premier registre, c'est le registre épique. Épique, al-fakhr. Épique, épique, al-fakhr. Donc, l'épique, mes chers élèves, c'est une tonalité qui trouve ses origines dans l'Antiquité grecque. Avec l'Odyssée de Homère, l'Odyssée ou l'Iliade ou l'Odyssée, donc de Homère. Il vient de l'épopée. L'épopée, c'est un genre de texte dans lequel l'auteur parle des exploits d'un héros. Ça peut arriver même à des exploits miraculeux. Par exemple, l'aventure d'Ulysse, d'Hercule, par exemple. Alors là, ou bien Oedipe dans les pièces de Sophocle, bien sûr contre le Sphinx. Alors là, c'est épique. L'effet, le lecteur est amené à admirer les exploits et les vertus d'un héros qui a réalisé, je précise, qui a réalisé ou bien qui réalise donc des exploits miraculeux. Alors, ça veut dire que il fait donc une chose géante. Donc c'est pourquoi le texte, la tonalité épique cherche à produire cet effet d'admiration. Les procédés maintenant, c'est l'amplification, ça veut dire les figures de style d'amplification, les hyperboles, le recours au surnaturel, des scènes guerrières, niveau de langue très élevé. Exemple de la chanson de Roland, ce que vous avez vu en première année du collège avec Tristan, Iseut. Alors, maintenant le deuxième, c'est un registre très proche de l'épique, c'est l'audatif. Le madh. C'est faire l'éloge de quelqu'un. C'est faire l'éloge, le madh. Donc l'effet c'est louer, valoriser, créer un sentiment de respect, de considération et d'admiration. Donc ça veut dire tu loues, tu valorises, tu salues le comportement de X. Là, c'est un registre qu'on peut employer même dans notre quotidien. Il a des qualités. Le vocabulaire, bien sûr, c'est le lexique amélioratif favorable, des termes modalisateurs, des exclamations, des comparaisons, des métaphores, ainsi de suite. Il énumère les qualités, et je précise, il énumère les qualités et bien sûr les avantages, les atouts, donc la tonalité tragique, alors là c'est la tragédie. Un héros ni tout à fait bon ni tout à fait mauvais commet, poussé par la fatalité, un crime pour lequel il doit être puni et qui le fait passer du bonheur au malheureux. Donc là c'est une petite définition, mais parfois mes chers élèves, on trouve que le tragique traite un sujet
de la mort. Le personnage est confronté à la mort. Donc l'effet, il produit une tristesse intense, une terreur et une pitié devant un malheur inéluctable. La mort a le caractère inéluctable, ça veut dire inéluctable, inévitable, fatal. On ne peut pas l'éviter. La mahida anhu, hatmi, et inspire le désespoir face à la fatalité. Bien sûr, ici, les outils, le champ lexical du destin, du sacrifice, de l'injustice, de la fatalité, de la mort, du désespoir, un registre de langue soutenu, un style solennel, donc l'alternance des tournures actives et passives, parce que là, l'auteur, peut-être le narrateur, quand il est face à un malheur, face à une fatalité, il devient passif, c'est-à-dire il ne peut pas réagir devant la mort. Il subit la mort, il subit les conséquences, il ne peut pas réagir. C'est pourquoi on trouve à des tournures. Par exemple, la tragédie d'Antigone, quand on parlait de crayon, regardez, écoutez l'expression que je vais vous dire. Le vainqueur est déjà vaincu. Le vainqueur est déjà vaincu. Vaincu par quoi? Là, une tournure passive. Vaincu par quoi? Le vainqueur est vaincu, bien sûr, par la fatalité, par la mort, par son destin funeste. Bien sûr, on trouve l'alternance des tournures actives et passives, l'utilisation du futur prophétique, ça veut dire qu'il sait très très bien ce qu'il attend. Le prologue, par exemple, d'Antigone, il énumère ses personnages, mais il insiste sur la mort fatale qui attend chaque personnage. Donc, les figures d'Oedipe ou d'Antigone, les pièces de Racine, par exemple. Antigone, c'est l'œuvre de la première année de bac, et bien sûr, une tragédie moderne, réécrite et copiée d'un travail antique, celui de Sophocle. Alors, comique. La comique, c'est une tonalité comique. Il faut distinguer entre le comique du geste, le comique des mots, le comique, bien sûr, de la situation. L'effet, il veut produire le rire chez le lecteur. Donc, les outils, vous avez une déformation de mots, promesses, calembours. Les calembours, c'est le jeu de mots. Par exemple, quand je dis il faut écrire sans faute. Il faut écrire sans faute. sans faute كي يكتبها ليا sans faute SANS faute وكي يكتبها ليا sans faute وغادي يتخلقوا ليا لا كوميدي من هاد لي فراز هادو. Donc par exemple maître ou maître ou avocat. Donc voilà les quiproquos. Donc le glissement vers l'absurde, l'invention des stichomicies et parfois la rapidité du rythme et les phrases brèves, ce qu'on appelle parfois dans ces situations de quiproquo. Les pièces de Molière, la farce de Maître Patelin, bien sûr, les plus connues. Alors pour le pathétique, mes chers élèves, la douleur, pathos, ça vient du terme pathos. Pathos, ça veut dire la douleur. La science qui dit que la pathologie, la pathologie. Donc la pathétique, c'est une situation dans laquelle un individu désarmé, dépourvu de volonté, est confronté à des faits qui viennent détériorer, ça veut dire réduire en néant sa situation heureuse, contre lesquelles, bien sûr, il ne peut rien. Donc il va s'exprimer d'une manière douloureuse, d'une manière pathétique. Il va susciter comme effet la pitié et la compassion, la commisération, l'attendrissement du lecteur. Et parfois, attention, il y a un but. Les outils, des exclamations, des métaphores qui insistent sur l'innocence de la victime, la présence d'une ponctuation forte ou particulière, exclamative, des plaintes interrogatives, l'apostrophe, il s'adresse à Dieu, il s'adresse au destin, il marque sa faiblesse. Donc comment va-t-il marquer sa faiblesse et sa douleur? Via les interjections, via le rythme, parfois le rythme binaire, le rythme ternaire. Là c'est une autre leçon qu'on va voir, Inch'Allah. Donc des exemples. Maintenant la tonalité lyrique. Alors ou bien le lyrisme.
La lyre, d'abord, c'est un instrument de musique. C'est un instrument, à l'origine, c'est un instrument de musique. Donc l'énonciateur se dirige à la première personne et insiste sur les sentiments. Ah oui, il insiste surtout sur les sentiments de joie ou de malheur, de satisfaction, d'insatisfaction. Tous les sentiments se confrontent dans le lyrisme et cherche ainsi à les partager avec le destinataire, avec son lecteur. À l'origine, mes chers élèves, à l'origine, le lyrisme est lié à la musique, à la sonorité musicale. C'est le lyrisme vient de la lyre, bien sûr, c'est un instrument de musique. Attention là, il faut faire attention à un autre registre littéraire dérivé du lyrisme. C'est le lyrisme élégiaque ou l'élégie. التحسر البكاء الرثاء باللغة العربية الرثاء يرتي قصيدة صخر قصيدة الخنساء في رثاء الأخ ديالها صخر par exemple. Alors le lyrisme élégiaque هو الرثاء باللغة العربية. C'est une variante du registre lyrique dans le cas où le sentiment partagé est un deuil. يعني on pleure un mort, on pleure les vestiges, l'expression de la plainte et de la tristesse. يعني البكاء على الماضي، البكاء على شي حد توفى، الرثاء. Donc كتعد المناقب ديالو on pleure un passé. Donc automatiquement la tonalité qui domine c'est la tonalité élégiaque, parce que là ce n'est pas un sentiment de joie. ما كنديرش هذا le retour en arrière avec un sentiment de joie ou un sentiment parfois de tristesse. Non, c'est la tristesse qui domine. Ce sont les larmes qui dominent, mais non pas en relation avec la mort. Tu n'es pas confronté à la mort, mais tu te rappelles l'événement qui va vous plonger dans la tristesse, dans les larmes, dans la mélancolie. Donc, et tu te souviens, vous vous souvenez, mes chers élèves, de ce passé libre et gai. البكاء على الأطلال، رثاء الماضي، رثاء المتوفي، مثلا قلت لكم القصيدة ديال الخنساء رثاء صخر. Donc là, c'est le lyrisme élégien. Donc, il partage des sentiments de l'énonciateur et invite à l'empathie. Les outils maintenant, marque de la première personne, lexique du sentiment, l'amour, l'admiration, la joie, la mélancolie, la tristesse, souvent associés à la nature, à l'enfance, recherche de la musicalité, du rythme. يعني الرنة الموسيقية، النبرة الموسيقية باش يتكلم. Donc les procédés rhétoriques, les apostrophes, أدوات النداء, gradation, les hyperboles, مبالغة, les anaphores, donc toutes les figures de style. Des procédés reflétant l'émotion, le champ lexical des sentiments, la phrase exclamative, les interrogations, la ponctuation, les interjections. Ce sont, bien sûr, mes chers élèves, des procédés qui traduisent l'émotion, qui traduisent un sentiment. Alors, maintenant, c'est tout à fait contre les autres tonalités. L'ironique et le satirique, à vrai dire, ce sont des tonalités qui se ressemblent. Pourquoi ils se ressemblent? Parce que c'est la critique, c'est le blâme. Mais la façon de s'exprimer dans chacune de ces tonalités varie. Mais le but, c'est critiquer, c'est dénoncer, c'est le blâme. Donc, l'ironie, la tonalité ironique. La tonalité ironique consiste à dire le contraire de la pensée pour dénoncer par la dérision une situation ou un personnage. Je répète, l'ironie consiste à dire le contraire de sa pensée. Vous avez une pensée dans la tête, c'est le contraire, pour dénoncer, pour critiquer, par la dérision,
par la moquerie bien sûr, une situation ou parfois un personnage, même une idée. Ou une idée bien sûr. L'effet, c'est il sollicite le sens critique par la moquerie. Donc bien sûr, c'est produire la critique. Il veut que le lecteur, bien sûr, adhère à sa thèse. Ou parfois, il veut critiquer même son adversaire. Donc, les procédés, les figures de l'opposition cameline, donc l'antiphrase est un procédé, mais il n'est pas le seul. Donc, l'ironie repose sur des faits linguistiques, la polyphonie, et le dialogisme, le dialogue, même un dialogue fictif. Par exemple, la préface de Victor Hugo, la préface de 1832. 1832, il est riche au niveau de l'ironie. On va la travailler ensemble après, Inch'Allah Rahman Rahim. Donc, je vous laisse ici quelques sites pour préciser la tonalité ironique et satirique. Surtout, c'est un site français académique, donc auquel il faut se référer. Maintenant, la satire, la tonalité satirique. La tonalité satirique, mes chers élèves, à travers cette tonalité, à travers ce registre, l'auteur critique les mœurs, les habitudes, les coutumes de ses contemporains, le système politique, le fonctionnement de la société, dont le but d'ouvrir les yeux de son lecteur sur les dysfonctionnements. Là, mes chers élèves, il faut faire attention parce que la satire, c'est une tonalité, je dirais, qu'on trouve dans les écritures, surtout de la littérature des Lumières. La littérature des Lumières, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Alors là, ce sont des écrivains qui ont vraiment excellé dans la satire. Et surtout, il faut lire Zadig de Voltaire, Candide, Montesquieu par exemple, d'Alembert. Alors ce sont des encyclopédistes qui ont excellé dans la satire, dans le but bien sûr de éclaircir donc les esprits et enlever le bandeau noir que l'Église avait mis sur les yeux de son peuple, les esclaves. Maintenant, l'effet, bien sûr, c'est la dénonciation et la critique. Il utilise parfois, bien sûr, le comique pour tourner en ridicule. Le recours au registre ironique, comique, portrait rhétorique, argumentatif, allusion à et les sous-entendus. Les sous-entendus, ça veut dire les idées qui sont implicites. Donc toujours le même site, les fables de La Fontaine et la littérature des Lumières. Alors là, la tonalité polémique. La tonalité polémique, une fois vous dites polémique, vous dites le débat. Vous dites la guerre. Vous dites l'opposition. Vous dites le contraste. Vous dites la thèse et l'antithèse. Donc, ce sont deux idées, deux opinions antithétiques, antinomiques, où le contraste est clair. Deux thèses, deux thèses sont présentées dans un texte. La plupart du temps, l'auteur adopte l'une des deux thèses et cherche à réfuter l'autre thèse. C'est la thèse et l'antithèse. Donc, l'effet, c'est un dilemme. Il faut choisir entre les deux thèses qui s'opposent. Bien sûr, il faut prendre position avec la thèse ou bien l'antithèse. Les moyens qu'on trouve, les moyens linguistiques et stylistiques, bien sûr les antithèses, les questions rhétoriques, les fausses questions, ce qu'on appelle donc d'une manière courante, les champs lexicaux, donc plutôt le champ lexical de la guerre, de l'opposition, du débat, de la confrontation, les exclamations, l'emploi du pronom on ou des marques de la deuxième personne parfois, si vous avez un dialogue réel, direct.
le lexique évaluatif pour marquer sa distance. Alors j'ai le dernier jour d'un condamné et je précise là, bien sûr c'est la préface de 1832, mes chers élèves, la préface de 1832. Bien sûr, Antigone, le face-à-face entre Antigone et Créon. Didactique, la tonalité didactique. Didactique, c'est l'enseignement. L'enseignement. Le destinataire didactique, l'enseignement. On a des leçons. On apprend des leçons. Il y a des explications, il y a des... C'est de la une manière d'expliquer. Donc, le destinataire ou le lecteur, le destinataire ou le lecteur représente le lecteur ou personnage de l'œuvre et en position d'élève. Ça veut dire que le lecteur, un élève, il reçoit un enseignement de l'auteur qui peut aussi être représenté par un personnage de l'œuvre. Ça veut dire on passe un enseignement, on passe une leçon, on explique. Là, c'est au niveau de l'effet. Les outils, des métaphores explicatives, un travail de la structure, la progression logique, des phrases juxtaposées qui simplifient l'apprentissage et la compréhension et le passage de l'idée de la conception. L'utilisation des arguments concrets, faciles à être compris, faciles à être reçus par le destinataire, qui touche facilement son esprit, qui facilite l'explication, bien sûr, de l'idée voulue par l'auteur ou bien par celui qui parle. Bien sûr, des exemples. Maintenant, le fantastique. Mes chers élèves, donc le fantastique, c'est tout simplement, c'est déjà vu, le fantastique, c'est un événement surnaturel qui se produit dans un monde réel, réaliste. C'est un cadre réel où se déroulent des événements fantastiques, parfois même surnaturels, inexplicables. Le lecteur hésite entre deux interprétations, deux explications. Soit une explication rationnelle et scientifique, il trouve l'explication logique à ce qui se passe de fantastique devant lui, ou parfois sceptique où il annonce que l'événement fantastique inexplicable, il ne trouve pas ses origines ni dans la logique, ni dans la raison, ni dans la science. Et c'est un événement qui dépasse les dimensions de l'être humain, qui dépasse donc la compréhension, le stade primitif de l'être humain. C'est qu'il devient un événement sceptique parfois où on doit baisser les mains sans trop se demander. Alors bien sûr, l'effet c'est l'hésitation entre naturel et surnaturel. Il provoque parfois la peur, une situation perplexe, le champ lexical comme procédé, le champ lexical de la folie, du rêve, les métaphores, les hyperboles, les répétitions, les tournures, les marques d'hésitation, surtout, les fausses questions, mes chers élèves. Alors, le Horla, par exemple, à titre d'exemple, le Horla de Maupassant, la Vénus d'île de Théophile, je crois, non, je ne me rappelle pas, donc le Horla donc de Maupassant. Alors, et enfin, bien sûr, la tonalité réaliste. Réaliste, quand vous dites le réalisme, attention, vous dites Flaubert,
Guy de Maupassant, bien sûr, et il faut voir le réalisme surtout de Honoré de Balzac. L'auteur cherche à créer l'illusion du réel en donnant à son récit un cadre géographique et temporel réel, proche de celui du lecteur. Il s'appuie sur un travail documentaire important et conçoit ses personnages comme des personnes réelles. Il produit un effet du réel, bien sûr, des repères géographiques et temporels précis, la construction de la psychologie du personnage, par exemple Madame Bovary de Flaubert, ou bien sûr le père Goriot de, bien sûr, Honoré de Balzac. Quand vous dites le père Goriot, bien sûr, vous dites le réalisme. Donc c'est voilà un site auquel il faut se référer pour voir bien sûr les tonalités. Donc c'est tout. J'espère être clair. Je vais donc, si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition.